Chacun d'entre nous a déjà été contrôlé à un moment de sa vie par ses mots, ses pensées, ses émotions et même par l'argent qu'il possède. Vas-tu le nier? Ne t'es-tu jamais laissé emporter par un mauvais commentaire, par une émotion débordante ou par un compte bancaire vide? Il est temps que cela change. Le contrôle de ta vie ne dépend pas des circonstances ni de ce qui t'arrive. Il est en toi et seulement en toi. Si tu continues d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes, tu n'y arriveras jamais. Le pouvoir est entre tes mains, mais pour le prendre, tu as besoin de force de volonté et surtout de la bonne connaissance. Les 15 leçons du stoïcisme que je vais te partager sont la clé pour dominer ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis et l'argent que tu possèdes. Si tu es vraiment prêt à cesser d'être prisonnier de tes propres réactions et à prendre les rênes de ta vie, cette vidéo est pour toi. Si tu écoutes consciencieusement ces enseignements et que tu les appliques à ta vie, je te promets qu'en quelques jours seulement, tu seras méconnaissable et tu attireras la vie que tu mérites. Commençons. Chapitre 1. Domine tes paroles. T'es-tu déjà écouté parler? Non, je ne parle pas du fait d'entendre ta voix sur un enregistrement, je parle de prêter une véritable attention aux mots qui sortent de ta bouche chaque jour. Ce que tu dis reflète ce qu'il y a dans ton esprit, mais cela le renforce également. Tu parles et tu crées. Tu parles et tu détruis. Tes mots ont plus de pouvoir que tu ne le reconnais. C'est pourquoi, si tu veux dominer ta vie, commence par dominer ta langue. Assume-en la responsabilité. Cesse de parler comme si cela n'avait pas d'importance. Tes plaintes quotidiennes, tes commérages, tes excuses et tes discours remplis de doutes ne sont pas innocents. Ils façonnent ta manière de voir le monde. Ils sabotent ta concentration, ton énergie, ton destin. Veux-tu changer ta réalité? Change ton langage. Regarde autour de toi. Le type qui dit toujours « c'est que je suis comme ça » ne change jamais. La femme qui répète « je n'ai jamais de chance » reste piégée dans la même mauvaise passe. Le jeune qui se définit comme peu sûr de lui continue à agir avec peur, même quand il n'y a pas de danger réel. Les mots justes créent les bonnes habitudes, et les bonnes habitudes forgent le caractère, et c'est ton caractère qui définit ton destin. À partir de maintenant, discipline ta bouche comme si ta vie en dépendait, car oui, elle en dépend. Ta manière de parler peut être ta meilleure alliée ou ta pire saboteuse. Tu veux du respect? Parle avec force. Tu veux grandir? Parle avec intention. Tu veux la paix? Cesse de nourrir le drame avec ta langue. Parle comme si tu étais l'architecte de ton monde, parce que tu l'es. Et chaque mot que tu choisis est un plan de plus dans cette construction. Es-tu prêt à cesser de parler en victime et à commencer à parler en leader? Alors commence maintenant. Fais taire l'inutile, déclare ce qui compte et souviens-toi. Ce qui n'est pas dit avec conscience s'accompagne de conséquences. Avant de continuer, je veux que tu t'engages immédiatement. Écris en commentaire « Je suis le maître de ma vie ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un contrat avec toi-même, un premier pas pour prendre le contrôle de ton destin. Fais-le maintenant. Chapitre 2. Domine ton esprit avant qu'il ne te dirige. Ton esprit n'est pas toujours ton ami. Ne te trompe pas. Cette voix qui te murmure des doutes, qui t'envoie des pensées de peur, qui te dit « tu ne vas pas y arriver », n'est pas toujours de ton côté. Parfois, c'est ton pire ennemi. Mais voilà la partie essentielle. Tu ne peux pas l'éteindre, mais tu peux l'entraîner. Ton esprit est comme un chien sauvage. Si tu ne l'éduques pas, il te mord. Si tu ne le dresses pas, il court après le premier stimulus. Tu veux une vie centrée? Alors, tu dois prendre le contrôle de l'animal. Sinon, tu finiras entraîné par tes impulsions, tes émotions et tes histoires mentales les plus toxiques. Combien de fois as-tu entendu dans ta tête « Il est déjà trop tard pour moi. Ce n'est pas pour des gens comme moi. Il m'arrive toujours la même chose. » Sais-tu ce que ces phrases ont en commun? Elles ne sont pas réelles. Ce sont des schémas mentaux,
de vieilles idées que tu répètes sans t'en rendre compte, mais qui dirigent chacune de tes décisions. Ton esprit peut être une arme ou une prison. C'est toi qui choisis. Les stoïciens le savaient. Tu ne peux pas contrôler le monde. Tu ne peux pas contrôler les gens. Mais tu peux maîtriser la façon dont tu penses à ce sujet. Et ce que tu penses détermine comment tu agis, comment tu te sens et jusqu'où tu iras. Regarde ceci. Tu es en plein entretien. Tes mains transpirent, ton cœur s'emballe, une pensée surgit. Je ne suis pas assez bon. Si tu y crois, tu te bloques. Mais si tu l'observes sans t'y accrocher, si tu te dis « cette pensée ne me définit pas », alors tu reprends le contrôle, tu te détends, tu réponds mieux et tu gagnes. Voilà la clé. Observer sans obéir. Ton esprit produit sans arrêt des pensées. Elles ne sont pas toutes utiles. Elles ne sont pas toutes vraies. Elles ne méritent pas toute ton attention. Comme l'a dit Épictète, ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous nous disons à propos de ce qui nous arrive. Alors commence par cela. Chaque fois qu'une pensée négative survient, ne la réprime pas, mais ne l'avale pas non plus. Demande-toi, est-ce que cela me porte ou me freine? Est-ce que cela me sert ou me sabote? Si ça ne te sert pas, lâche prise. Dis littéralement à ton esprit, « Merci pour ton opinion, mais je n'en ai pas besoin maintenant. » Fais-en une habitude, 5 fois par jour, 10 si nécessaire. Ton esprit va te lancer des ordures, mais tu n'es pas obligé de t'y rouler. Si apparaît une pensée du genre « Je ne suis pas fait pour ça », réponds « Je suis encore en train d'apprendre, mais je peux y arriver. » Retourne là, fais-en une habitude. Tu crois que les grands leaders, les entrepreneurs, les athlètes d'élite n'ont pas de doute? Bien sûr qu'ils en ont. La différence, c'est qu'ils ne restent pas prisonniers de ces doutes. Ils reconnaissent la voix de la peur et ne lui donnent pas le volant. Un autre exercice génial, le journal stoïcien. À la fin de la journée, écris 3 pensées qui t'ont freiné. À côté, écris comment tu aurais pu les reformuler. Exemple, pensée limitante, ça va mal se passer. Nouvelle pensée, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je ferai de mon mieux. Pensée limitante, je n'en suis pas capable. Nouvelle pensée, je suis en train de développer ma capacité. Cet entraînement mental vaut plus que n'importe quelle motivation passagère. C'est de la pratique, pas de la magie. Et comme tout muscle, l'esprit se renforce quand on l'utilise de façon consciente. Quand tu commenceras à le dominer, tu le sentiras. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne paniques plus. Tu ne te sabotes plus avec des excuses. Tu commences à choisir tes pensées comme un guerrier choisit ses armes. Et crois-moi, ça se voit. Les gens le perçoivent. Le monde réagit différemment quand tu penses différemment. Écoute bien. Si tu ne domines pas ton esprit, c'est lui qui te dominera et il te mènera dans des endroits sombres, dans des routines médiocres, des décisions impulsives, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as jamais appris à t'entraîner. Commence aujourd'hui. Observe tes pensées comme un gardien à la porte. Laisse passer ce qui est utile. Remets en question ce qui ne l'est pas. Change le dialogue intérieur. Élimine le drame mental. Dirige ton esprit comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les dirige. Chapitre 3. Domine ton état émotionnel. Ressens tout, mais ne sois pas l'esclave de ce que tu ressens. Je te le répète, ne contrôle pas ce que tu ressens. Ce n'est pas possible, mais contrôle depuis quel endroit tu décides d'agir. Car si tes émotions te gouvernent, ta vie sera un champ de bataille chaotique et tu seras le premier à perdre. Tu t'es mis en colère? Très bien, c'est normal. Tu t'es senti frustré? Logique. Tu as eu envie d'envoyer tout balader? Cela nous arrive à tous, mais la différence réside dans ce que tu fais après ce premier choc émotionnel. Tu te laisses entraîner, tu cries,
tu pleures, tu te sabotes, ou bien tu choisis de t'arrêter, d'observer et de répondre comme quelqu'un qui a le contrôle. Voici une vérité inconfortable. Si tu réagis sans filtre à chaque fois que quelque chose t'affecte, tu restes un enfant sur le plan émotionnel. Un adulte émotionnel choisit sa réponse. Il ne nie pas ce qu'il ressent, mais il ne remet pas non plus le volant à la colère, à l'anxiété ou à la tristesse. Le stoïcisme ne dit pas de ne pas ressentir, il dit de ne pas devenir ce que tu ressens. Et tu le sais, tu as déjà dit des choses que tu as regrettées par la suite. Tu as agi sur un coup de tête et tu as ruiné des relations, des opportunités, des journées entières. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su faire une pause, parce que tu t'es cru autorisé à exploser sans conséquence. Mais chaque émotion que tu ne sais pas gérer est une bombe à retardement et c'est toi qui encaisseras l'explosion. Veux-tu la liberté émotionnelle? Voici l'outil. La pause. Oui, aussi simple que ça. Avant de répondre, respire. Compte jusqu'à 5. Mords-toi la langue si nécessaire. Fais un pas en arrière, littéralement ou mentalement. Dans cette pause se trouve la différence entre l'impulsion et l'intention. Le stoïcien n'est pas un robot froid. C'est quelqu'un qui respire au milieu du feu et choisit de ne pas brûler. Regarde cet exemple moderne. Tu conduis, quelqu'un te coupe la route, ton corps réagit, tu sens la chaleur dans la poitrine, les insultes sur le bout de la langue. Maintenant, te laisses-tu emporter par l'instant? Tu cries dans le vide, tu frappes le volant, tu gaspilles de l'énergie inutile, ou tu choisis simplement de laisser tomber et de continuer ta route sans empoisonner ta journée. Le premier élan ne se choisit pas. Le second mouvement, oui. Et c'est là que commence ta maîtrise émotionnelle. Tu n'es pas faible parce que tu te sens mal. Tu es faible lorsque tu te justifies de mal agir, juste parce que tu étais en colère, que tu avais mal ou que ce n'était pas ta journée. Des excuses bon marché, vues et revues. Si tu ne les brises pas, elles te brisent, toi. Et comment s'entraîner? Tous les jours. Commence par ceci. Quand tu ressens une émotion forte, nomme-la. Oui, à voix haute ou dans ta tête. Je suis frustré, je suis anxieux, j'ai peur. En la nommant, tu cesses d'être l'émotion. Tu deviens l'observateur. Puis demande-toi, qu'est-ce que je peux faire de ce que je ressens pour me construire, au lieu de me détruire? Autre habitude puissante. Avant de finir ta journée, demande-toi depuis quelle émotion tu as agi aujourd'hui. Depuis la colère, depuis le calme, depuis la peur, depuis la compassion. Cet examen quotidien n'est pas fait pour te blâmer, mais pour te rendre conscient. Car tu ne peux pas changer ce que tu ne perçois pas. Ton état émotionnel est comme le climat. Tu ne peux pas empêcher la pluie, mais tu peux décider si tu vas sortir avec un parapluie ou te mouiller comme un idiot en hurlant au ciel. Que préfères-tu? Tu décides comment tu vas vivre, en victime de tes émotions ou en maître de tes réactions. Et il ne s'agit pas de réprimer, mais de transmuter. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je te demande de t'abonner et de mettre un like à la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Utilise ta colère comme un élan pour fixer des limites. Utilise ta tristesse comme un signe pour revoir ce qui compte pour toi. Utilise ta peur comme un guide pour mieux préparer ton chemin. Les émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont des alliés si tu sais les décrypter. Mais si tu ne les comprends pas, tu deviens leur esclave. Et un esclave émotionnel ne peut pas construire une vie avec une direction. Il ne fait que survivre entre des hauts et des bas. Répète-le à chaque fois que tu es au bord de l'explosion. Ce que je ressens ne définit pas ce que je vais faire et agis à partir de là. Fais-le encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Domine tes émotions. Ce n'est pas les ignorer, c'est les diriger avec intention. Et si ce n'est pas toi qui le fais, le chaos en chargera pour toi. Chapitre 4. Fais de l'argent ton serviteur, pas ton maître. L'argent n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas non plus un dieu, c'est un outil. Le problème,
c'est que tout dépend de toi. Soit tu l'utilises intelligemment, soit tu t'y enchaînes comme un esclave moderne avec un sourire faux et les poches vides. Peu importe combien tu gagnes. Ce qui importe, c'est comment tu gères cet argent. Parce qu'il y a des millionnaires brisés et des ouvriers libres. Il y a des gens qui gagnent des milliers, mais qui vivent avec la peur à chaque fin de mois. Et il y en a qui, avec peu, ont construit la paix, la direction et le sens. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés gouverner par l'argent. Ils l'ont mis à travailler pour eux. Et toi, dans quel camp es-tu? Demande-toi ceci. Est-ce que l'argent te donne une direction ou t'empêche-t-il de dormir? Contrôles-tu tes dépenses ou sont-elles celles qui te contrôlent? Décides-tu à tête froide là où tu investis ou te laisses-tu emporter par des impulsions stupides qui ne font que combler des vides momentanés? La réponse est claire. Si tu ne sais pas gérer ton argent, tu n'es pas libre. Tu es dépendant, tu es manipulable. Tu es une proie facile pour un système qui te veut endetter, stresser et distraire. Le stoïcisme est clair. Posséder peu n'est pas la pauvreté, si ce peu te suffit. Ce qui est tragique, ce n'est pas de ne pas avoir, mais de vivre avec la peur constante de perdre. Et cette peur naît quand c'est l'argent qui te dirige, quand chaque décision dépend de ce que tu peux te permettre ou non. Domine cet aspect de ta vie où il t'écrasera. Veux-tu être fort? Apprends à mettre de côté. Apprends à dire « je n'en ai pas besoin ». Apprends à différer le plaisir immédiat. Pourquoi? Pour construire la liberté. Parce que c'est ça, bien gérer l'argent. La liberté de dire non. La liberté de choisir. La liberté de penser plus loin que la prochaine facture. Cesse de dépenser pour paraître. Personne qui en vaille la peine ne te respectera pour tes chaussures hors de prix. En revanche, beaucoup t'admireront pour ta discipline. Tu n'es pas ici pour impressionner, mais pour construire. Tu veux que l'argent travaille pour toi? Fais ce qui suit, sans excuse. Fais un budget. Si tu ne sais pas combien il y a d'entrées et de sorties, tu joues à l'aveugle. Élimine les dettes inutiles, cartes de crédit, petits paiements qui te dépouillent en silence. Coupe-les comme une relation toxique. Épargne comme si c'était un mode de vie. Peu importe si c'est peu, fais-le toujours. Fais-le de manière automatique. Investis dans ce qui te fait grandir, des formations, des outils, du temps libre productif. Cela rapporte plus que n'importe quel objet à la mode. Évite d'acheter pour te sentir mieux. Le vide émotionnel ne se remplit pas avec un achat. Il se résout en affrontant ce qui te blesse. Regarde autour de toi. Combien de gens connais-tu qui vivent dans un cercle vicieux? Travail, dette, plus de travail, plus de dette. Ils gagnent davantage et restent piégés. Parce que le problème n'est pas la quantité, mais l'approche. Tu peux briser ce cercle, mais tu dois cesser de voir l'argent comme une fin et commencer à le voir comme un moyen. Un moyen de trouver la paix, d'avoir des options, d'avoir de la dignité. Parce que oui, ceux qui ne savent pas gérer leur argent finissent par vendre leur temps, leur énergie et même leurs principes. Et ne confonds pas cela avec devenir avare ou adopter une mentalité de pénurie. Il s'agit de vivre avec une mentalité de contrôle, de dépenser en sachant pourquoi, d'épargner en sachant pourquoi, d'investir avec une vision plus profonde que « je veux juste plus ». L'argent est un serviteur puissant et un maître impitoyable. Si ce n'est pas toi qui l'éduque, c'est lui qui t'éduque. Si tu ne le remets pas à sa place, il te met à la tienne, dans la file de ceux qui vivent à la limite, sans vision, sans air. Et tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour commander, pas pour obéir au stress de la fin du mois, pour décider de ta vie, pas pour l'hypothéquer à cause de tes impulsions, pour utiliser l'argent comme un outil de pouvoir, pas comme une chaîne en or qui brille pendant qu'elle t'étrangle. À partir d'aujourd'hui, agis comme quelqu'un qui dirige son économie, pas comme quelqu'un qui l'a subie. Parce que quand toi, tu diriges ton argent, tu commences aussi
à diriger ton temps, tes décisions et ton destin. Chapitre 5. Cesse de répéter ton histoire, commence à la créer. Ça suffit. Arrête de répéter encore et encore la même histoire qui ne te sert plus. Oui, ça t'a fait souffrir. Oui, c'était injuste. Oui, tu méritais mieux. Mais continuer à la raconter comme s'il s'agissait de ta carte de visite ne fait que te maintenir attaché à ce qui est déjà passé. Et pendant que tu es enfermé dans le passé, ton futur meurt de faim. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu parles de ton passé comme d'une excuse, tu le renforces. C'est comme ça qu'on m'a élevé, on m'a trahi, il m'arrive toujours la même chose. Et alors, vas-tu faire de ça ton identité pour toujours, ou vas-tu t'en servir comme carburant pour faire autre chose? Le stoïcisme ne te dit pas d'oublier ton histoire. Il te dit de ne pas en être esclave, de l'utiliser plutôt que de la laisser t'utiliser. Tu n'es pas ton traumatisme, tu n'es pas ton échec, tu n'es pas tes erreurs. Tu es ce que tu décides d'en faire. Veux-tu vraiment avancer? Alors lâche le micro du drame. Cesse de répéter ton histoire comme une vieille chanson que personne n'a demandé. Commence à parler de ta vision, de tes projets, de ce que tu crées aujourd'hui. Car plus tu parles de ton passé, plus tu le revis et pire encore, plus tu le justifies. Tu commences à croire que parce que tu as souffert, tu ne peux pas changer aujourd'hui. Et c'est faux, totalement faux. Regarde autour de toi. Les gens qui ont transformé leur vie ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient un passé parfait, mais parce qu'ils en ont eu assez de répéter la même histoire. Ils ont changé de scénario, ils se sont levés un jour et ont dit « ça suffit ». À partir de maintenant, c'est moi qui écris la suite. Et tu peux faire de même, mais tu dois prendre une décision. Vas-tu continuer de te parler comme la victime de ce que tu as vécu, ou comme l'architecte de ce que tu es en train de construire? Exercice immédiat. Arrête de raconter cette histoire triste pendant une semaine. Ne l'explique pas, ne la répète pas, ne l'utilise pas pour justifier ton attitude. À la place, parle de ta vision. Dis à haute voix où tu vas, ce que tu crées, comment tu veux vivre, et répète-le jusqu'à ce que ton esprit l'accepte comme la nouvelle vérité. Exemple. Au lieu de dire « je n'ai jamais eu de soutien », dis « j'apprends à me donner ce dont j'ai besoin ». Au lieu de « on m'abandonne toujours », dis « aujourd'hui, je choisis des relations qui m'apportent quelque chose ». Au lieu de « je suis né dans un milieu difficile », dis « je viens d'un endroit exigeant, c'est pourquoi j'ai plus faim que quiconque ». Ce changement de perspective, c'est la force pure, parce que là où va ton langage, va ton énergie, et là où va ton énergie, va ta vie. Cesse de construire un autel à ton passé, construis-lui une tombe, honore ce que tu as appris et continue ton chemin. Personne n'arrive nulle part en regardant en arrière. Tu veux avancer? Alors regarde devant, parle vers l'avant, vis vers l'avant. Le passé ne s'efface pas, mais il se transcende. Et tu ne le transcendes que lorsque tu cesses de t'en servir comme excuse et commences à t'en servir comme tremplin. Chaque jour, tu écris une nouvelle histoire. Chaque décision est une ligne. Chaque mot est un paragraphe. Chaque action est un chapitre. Vas-tu continuer à répéter le prologue ou vas-tu enfin commencer l'intrigue? La vie ne te doit pas une histoire différente, c'est à toi de l'écrire. Alors cesse de répéter ton histoire. C'est fait, ça t'a fait mal, c'est passé. Commence à la créer, c'est le moment. Tu peux, c'est l'heure. Chapitre 6. Entraîne ton esprit où il te contrôlera. Ton esprit ne s'éteint jamais, il parle tout le temps, même quand tu ne l'écoutes pas. Et si tu ne prends pas le contrôle de ce dialogue intérieur, il va t'emmener dans des recoins sombres, répétitifs, automatiques. Tu n'as pas besoin d'être en crise pour vivre mal, il suffit de vivre sans direction mentale. L'esprit non entraîné est une machine à sabotage. Il voit des dangers là où il n'y en a pas. Il exagère, déforme, dramatise, répète des erreurs du passé, imagine des futurs catastrophiques, se nourrit de « et si » et s'enivre de suppositions. Et tu sais le pire? Si tu ne fais rien, cela devient ta réalité émotionnelle
puis tes décisions et finalement ta vie. Veux-tu changer ta vie? Commence par entraîner ton esprit comme un muscle. Parce que oui, ça se travaille. Tu n'es pas né avec des pensées négatives, tu les as cultivées, et c'est une bonne nouvelle. Parce que ce qui s'apprend peut aussi se désapprendre. Ce qui se répète peut se reprogrammer, mais tu dois cesser de vivre en pilote automatique. Commence par ceci. Arrête de croire tout ce que tu penses. Toutes les pensées qui traversent ta tête ne sont pas vraies, ni utiles, ni nécessaires. Mais si tu ne prends pas une pause consciente, ton esprit désordonné va te pousser à répéter les mêmes schémas de peur, d'anxiété, de comparaison, de frustration, de doute. La solution n'est pas de crier contre les pensées négatives. La solution, c'est de donner à ton esprit quelque chose de meilleur à ruminer. Tu veux commencer à l'entraîner? Voici 3 exercices simples et redoutablement efficaces. Entraîne-le avec une intention. Chaque matin, avant de toucher ton téléphone, avant de lire des informations toxiques, choisis une pensée directrice pour la journée. Par exemple, aujourd'hui, j'agis avec calme. Aujourd'hui, je dirige mon énergie. Aujourd'hui, je suis ferme avec moi-même et mes décisions. Écris-la, lis-la, remémore-toi cette pensée. Parce que si ce n'est pas toi qui programme ta journée, le monde le fera pour toi. Entraîne-le avec la gratitude. Non, ce n'est pas ringard, c'est stratégique. La gratitude ne consiste pas simplement à dire merci, comme un enfant poli. Il s'agit de recentrer ton esprit sur ce que tu as, afin qu'il cesse de vivre obsédé par ce qui manque. Chaque soir, avant de t'endormir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peu importe si elles sont petites, fais-le. Entraîne ton cerveau à voir l'abondance au lieu du manque. Entraîne-le avec la conscience. Dans la journée, lorsque tu te surprends à avoir une pensée répétitive, automatique ou négative, observe-la. Ne réagis pas, ne combats pas, arrête-toi mentalement et dis « ça ne me sert pas ». Puis change de perspective, donne-toi une tâche, bouge ton corps, répète une affirmation utile, change d'environnement. Le but n'est pas d'éviter les pensées négatives, mais de ne pas t'éterniser dedans. Tu crois que c'est exagéré? Regarde les gens qui sont piégés dans leur tête. Ils répètent les mêmes histoires, les mêmes plaintes, les mêmes peurs pendant des années, simplement parce qu'ils ne se sont jamais rendus compte que ce n'est pas l'esprit qui contrôle tout. C'est toi qui dois en prendre le contrôle. Le stoïcien l'avait compris, ton plus grand pouvoir, c'est de décider de ce que tu fais, de ce que tu penses. Tu n'as pas besoin de penser positif en permanence, c'est superficiel. Tu as besoin de penser d'une manière utile, lucide, consciente, dirigée. Je te le dis clairement, si tu n'entraînes pas ton esprit, tu laisses le bruit du monde, les réseaux sociaux, les commentaires des autres, les informations toxiques et tes propres insécurités non filtrées l'entraîner à ta place. L'esprit non entraîné, c'est comme une salle de sport où n'importe qui peut entrer pour te crier dessus. Et tu les écoutes. Ça suffit. Ferme la porte. Choisis les pensées auxquelles tu donnes accès. Et surtout, choisis celles que tu n'acceptes pas. Tu n'es pas là pour être l'esclave de ta tête. Tu es là pour la diriger comme un maître manie son épée. Avec précision, avec intention, avec puissance. Car un esprit entraîné n'est pas parfait, mais il est fidèle. Il ne te trahit pas, ne te sabote pas, ne te paralyse pas. Il te stimule, te concentre, te renforce. Et si tu appliques tout cela chaque jour, même un peu, tu vas vite remarquer une chose évidente. Ta vie s'améliore. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as pris le contrôle du système qui interprète le monde, ton esprit. Chapitre 7. Épargner, c'est choisir la liberté à long terme. Épargner n'est pas ennuyeux. Ce n'est pas pour les vieux. Ce n'est pas être radin. C'est être intelligent. C'est pour ceux qui en ont assez de vivre à la limite, qui ne veulent plus se mettre à genoux à chaque imprévu, et qui ont compris que l'argent mis de côté n'est pas une privation, c'est de la liberté différée.
Celui qui n'épargne pas s'enchaîne, parce que tôt ou tard, la vie va t'apporter quelque chose d'inattendu, une maladie, une perte, une opportunité. Et si tu n'as aucun matelas, si tu dépenses tout ce qui rentre, tu restes dépendant du patron, du gouvernement, de la famille, de la carte de crédit, de n'importe quoi, sauf de toi-même. Et ça, ce n'est pas vivre, c'est survivre. L'épargne est ton bouclier, ta tranquillité quand tout vacille, ta capacité de dire « je ne veux pas ça » et de faire un pas en arrière sans t'effondrer. Celui qui épargne n'accepte pas n'importe quel boulot, n'importe quel accord, n'importe quelle humiliation, parce qu'il a de quoi choisir. Épargner n'est pas une question de combien tu gagnes, mais de combien tu décides de mettre de côté, même si c'est peu. La majorité ne le fait pas parce qu'elle a une mentalité à court terme. À quoi bon épargner si je ne sais pas si je serai vivant demain? Bien sûr, mais pendant que tu penses ça, le mois suivant arrive quand même et tu te retrouves sans rien. Tu veux une vraie liberté. Alors commence à considérer l'épargne comme un levier stratégique, pas comme une prison. Parce que lorsque tu épargnes, tu déclares « je choisis mon futur ». Je choisis d'avoir des options, de ne pas être esclave de chaque crise. Et ne me dis pas que tu n'as pas assez de moyens. Le problème n'est pas qu'il ne te reste pas assez, c'est que tu ne fais pas les bons choix. Tu n'as pas besoin de davantage de revenus pour commencer à épargner. Tu as besoin de plus de conscience, de meilleurs réflexes et de priorités mieux définies. Les gens dépensent tant bêtises, puis se plaignent de ne pas avoir de quoi faire face à l'imprévu. Netflix, restaurant chaque semaine, abonnement que tu n'utilises même pas, fringues que tu ne mets qu'une seule fois. Supprime tout cela. Ce n'est pas de la pauvreté, c'est de l'intelligence financière. Tu veux un exercice simple et puissant. Pendant 30 jours, note chaque centime que tu dépenses. Oui, tout, chaque café, chaque taxi, chaque achat irréfléchi. À la fin du mois, regarde. Tu verras où s'échappe ta liberté. Ensuite, mets en place une règle sacrée. Paye-toi en premier. Chaque fois que tu gagnes de l'argent, mets-en une partie de côté, même 5% ou 10%. Mets-le de côté et ne le touche pas. Ce n'est pas de l'argent à dépenser, c'est de l'argent pour te protéger, pour construire, pour avoir des options. Et si possible, rends le processus automatique. Que ça se mette de côté tout seul, sans dépendre de ta volonté, parce que la motivation va et vient. Mais si tu en fais un système, une habitude, ta vie se transforme. L'épargne est la base de ton indépendance. C'est ce qui te permet d'investir, de prendre des risques, de refuser ce que tu ne veux pas, de quitter ce que tu ne dois plus supporter. Et je ne le dis pas en théorie, je le dis parce que je l'ai constaté. Celui qui a un matelas dort plus tranquillement. Celui qui n'en a pas vit dans la peur. Le stoïcien connaissait la valeur de la prévoyance. Il ne s'agit pas d'accumuler par peur, mais de se préparer avec sagesse. Celui qui garde de l'argent respire mieux, réfléchit mieux, décide mieux et ne se brade pas. Alors retiens bien ceci. Chaque fois que tu épargnes, tu achètes ta propre liberté. Tu déclares mon futur compte. Tu te baptises une force financière. Tu crées un filet de sécurité pour ta croissance. Tu veux avoir la paix, vraiment? Tu veux entreprendre sans panique? Tu veux diriger ton temps et ton énergie? Alors épargne. Pas par peur, mais par vision. Pas par mentalité de pénurie, mais par stratégie. Parce qu'épargner, ce n'est pas perdre, c'est choisir de vivre libre. Même si cela signifie attendre un peu plus aujourd'hui, pour ne pas vivre à genoux demain. Chapitre 8. Avance en silence et laisse tes réussites parler pour toi. Ferme-la. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout ce que tu es en train de construire n'a pas besoin d'être partagé tout de suite. Trop de gens parlent de ce qu'ils vont faire, mais ils font peu. Ils annoncent, ils promettent, ils se vantent. Et quand vient le moment de montrer les résultats, il n'y a rien. Seulement du vent, des excuses et des publications retouchées. Tu veux avancer vraiment? Alors tais-toi. Cesse de clamer tes projets et commence à les réaliser, parce que chaque mot que tu lances en l'air avant l'heure
te volent de l'énergie pour agir. Chaque fois que tu cherches la validation pour ce que tu vas accomplir, tu retires de la force à ce que tu n'as pas encore fait. L'élan se dissipe quand tu l'emploies à parler au lieu d'agir. Et il ne s'agit pas de se cacher, mais de protéger ta vision. Le silence ne relève pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Le silence crée de la concentration, du respect, du mystère. Et surtout, il t'offre l'espace pour échouer, ajuster et grandir, sans que personne ne t'interrompe avec son avis médiocre. As-tu remarqué que dès que tu annonces un projet, les experts en tout et surtout en rien se manifestent? Ceux qui te disent que ça ne va pas marcher, que quelqu'un l'a déjà fait, qu'il est trop tard, que tu n'es pas cette personne-là. Des gens sans vision, sans audace et sans résultat, mais avec beaucoup d'opinions. Si tu les écoutes, tu es fini avant d'avoir commencé. Le stoïcien le savait. Les mots sont bon marché, l'action est coûteuse, et tu es ici pour construire, pas pour distraire les autres avec tes discours creux. Avance en silence et laisse tes résultats parler. Regarde ceux qui ont vraiment bâti quelque chose de grand. Ils n'étaient pas en train de commenter chaque pas qu'ils faisaient. Ils étaient occupés à travailler, tandis que toi, tu publiais des stories pour dire que tu étais en mode discipline. Eux, ils se taisaient et exécutaient. Et puis un jour, ils sont apparus avec quelque chose de réel et n'ont plus eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. Car celui qui a des succès ne discute pas, il montre. Fais de ton processus un rituel privé. Que tes journées soient marquées par le travail, pas par les applaudissements. Découvre comment dominer ton esprit et libérer tout ton potentiel. Dans notre e-book « Le pouvoir du calme », tu apprendras des stratégies pratiques pour dépasser tes limites, renforcer ta concentration et transformer ta mentalité en un outil imparable sur la route du succès. Clique sur le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Que ton énergie soit consacrée à avancer, pas à convaincre les autres. Que ta validation vienne de l'intérieur, pas des likes. Tu veux un changement immédiat? Essaie ceci. Fais quelque chose d'important, peu importe quoi. Une nouvelle routine, un projet, un objectif financier, et n'en parle à personne pendant 30 jours. À la fin du mois, observe ce que tu as accompli. Tu ressentiras une nouvelle force, un respect pour toi-même que tu n'achètes pas avec la validation des autres. Et voici un principe puissant. Ne préviens pas, démontre, n'explique pas, surprends, ne raconte pas, construis. Tu n'es pas là pour impressionner, mais pour te transformer. Et cela ne s'obtient pas avec des mots, mais avec de la répétition, du silence, de la constance et une concentration féroce. Laisse les autres faire du bruit. Toi, sois celui qui reste ferme pendant que tout se commente. Parce que viendra le moment, et il viendra, où tes réussites parleront si fort que tu n'auras plus besoin de rien dire. Et là, quand les autres se demanderont « Comment a-t-il fait ?» Tu connaîtras la vérité. Tu l'as fait en silence. Tu l'as fait en étant concentré. Tu l'as fait seul. Et c'est pourquoi ça a marché. Chapitre 9. Range ton esprit comme ton espace le plus précieux. Regarde autour de toi. Tu vis dans le désordre, des tiroirs, plein de choses que tu n'utilises pas. Des papiers accumulés, des vêtements éparpillés, un bureau en chaos. Maintenant, regarde en toi. Ton esprit est pareil, rempli de pensées anciennes, d'émotions accumulées, d'idées non résolues, de préoccupations éparpillées partout. Cela t'étonne que tu aies du mal à te concentrer. Cela te surprend que tu ne prennes pas de bonnes décisions. Il est impossible de construire une vie limpide à partir d'un esprit désordonné. Ton esprit est ton espace le plus précieux. C'est le lieu où naît ton dialogue intérieur, ta vision, tes décisions, ta vocation. Si tu ne le mets pas en ordre, il te dévore. Pas parce qu'il serait fou, mais parce que tu n'as jamais pris le temps de le nettoyer, de l'organiser, d'attribuer un endroit à chaque chose. Écoute-moi bien. Chaque pensée et chaque émotion a sa place. Mais si tu les laisses traîner partout,
elles deviennent du bruit. Et le bruit te fatigue, t'épuise, te paralyse. Tu ne peux pas réfléchir clairement quand tout est mélangé. La peur avec le doute, la colère avec la frustration, la tristesse avec la nostalgie. Tout ça sans nom, sans limite, sans ordre. Assume tes responsabilités. Deviens l'administrateur de ton esprit. Fais ce que tu ferais avec une maison que tu aimes. Nettoie-la, range-la. Décide de ce qui reste, de ce qui doit partir et de ce qui nécessite une attention immédiate. Comment faire? Sans détour, nomme ce que tu ressens. Tu ne peux pas ranger ce que tu n'identifies pas. Quand quelque chose te submerge, donne-lui un nom. Ne dis pas « je me sens mal ». Dis « c'est de la colère, c'est de l'anxiété, c'est de l'insécurité ». En le nommant, tu cesses d'être la victime de cette émotion. Tu deviens l'observateur, et l'observateur a le contrôle. Localise tes pensées. Chaque idée qui apparaît ne mérite pas ton attention immédiate. Certaines ne font que passer. D'autres demandent une action, d'autres du silence. Apprends à les classer. Ça, ce sera pour plus tard. Ça ne me sert pas, ça nécessite une décision. Tu veux de l'ordre? Cesse de réagir à tout ce que tu penses comme si c'était urgent. Ça ne l'est pas. Nettoie quotidiennement. Comme tu laves ton corps, lave ton esprit. Écris, médite, marche en silence, éteins ton téléphone, fais de la place dans ta tête. Demande-toi, qu'est-ce que je traîne aujourd'hui et dont je n'ai plus besoin? Quelle pensée récurrente puis-je laisser partir? Fais-le tous les jours. N'accumule pas plus de déchets émotionnels. Sers-toi de ton esprit comme d'un outil, pas comme d'une poubelle. Ton esprit n'est pas là pour tout stocker, pas là pour accumuler de la rancœur, des conversations inachevées ou des films mentaux qui ne mènent à rien. Il est là pour créer, décider, diriger. Utilise-le ainsi. Imagine une maison bien rangée, tout à une place. Tu sais où chaque chose se trouve. Tu peux bouger, respirer, te reposer. Ton esprit devrait te donner cette sensation, de l'espace, de la clarté, du pouvoir de décision. S'il n'en est pas ainsi, commence dès aujourd'hui. Pas la peine d'attendre de te sentir mieux pour ranger ton intérieur. C'est l'inverse. C'est en rangeant que tu te sentiras mieux. Le stoïcien l'avait parfaitement compris. Il ne s'agit pas d'éviter les émotions ou les pensées. Il s'agit de leur donner une place et de ne pas les laisser occuper plus d'espace que nécessaire. La colère a son coin. On ne la nie pas. On l'enferme dans sa chambre. On l'écoute avec des limites. La tristesse a sa chaise. On lui donne la parole mais pas les commandes. La peur a son tiroir. On la vérifie. On la remet en question. On l'affronte. C'est ça, l'ordre mental. Ce n'est pas la perfection. C'est la structure. Et la structure, c'est le pouvoir. Alors pose-toi cette question. À quoi ressemble ma maison mentale? Remplie de cartons ouverts et de couloirs bloqués par de vieilles pensées, ou bien de clarté, d'espace et de direction. Commence à faire le ménage, une à une, pensée par pensée, émotion par émotion. Et tu verras comment, peu à peu, tu vas récupérer quelque chose que tu avais perdu. La paix. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu commences à maîtriser l'endroit le plus important où tu vivras toute ta vie, ton propre esprit. Chapitre 10. Choisis de répondre avec sagesse, pas de réagir par impulsion. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu perds du pouvoir. Chaque fois que tu laisses l'impulsion te contrôler, tu confies le volant de ta vie aux caprices du moment. Et tu le sais, tu l'as déjà fait. Tu as dit des choses que tu ne voulais pas dire. Tu as agi sous le coup de la colère. Tu as envoyé ce message. Tu as pris cette décision. Tu as explosé. Et ensuite est venu le regret. Réagir, c'est facile. Tout le monde sait le faire. Répondre avec conscience, ça, c'est pour ceux qui veulent se dominer. Pour ceux qui comprennent que le véritable contrôle ne consiste pas à crier plus fort, ni à agir plus vite, mais à attendre, respirer
analyser et ensuite choisir. La différence entre une impulsion et une réponse se joue en quelques secondes. Mais elle peut changer ta vie. Elle peut sauver une relation, éviter un conflit, préserver ton énergie, soutenir ta vocation. Le stoïcien le savait. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler la façon dont tu y réponds. Et toi, si tu lis ceci, c'est que tu es prêt à cesser d'agir comme si tu ne te connaissais pas. Tu es prêt à répondre depuis qui tu es, pas depuis ce que tu ressens à chaud. La prochaine fois que quelque chose te provoquera une critique, un mauvais geste, une injustice, un commentaire venimeux, ne réponds pas immédiatement. Attends. Oui, attends. Respire. Tais-toi. Observe. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu entraînes ton esprit à ne pas céder au chaos. Réagir, c'est ce que tu fais quand tu n'es pas connecté à toi. Répondre, c'est ce que tu fais quand tu restes ancré dans ton but. Tu veux un exemple concret. On t'écrit quelque chose qui te blesse. Tu peux répondre en 2 secondes avec virulence, ou tu peux laisser passer, y réfléchir, rédiger une réponse ferme mais sans venin, et l'envoyer quand tu es prêt, pas quand ton ego l'exige. Le résultat, c'est que tu conserves ta dignité, tu restes en contrôle et tu n'alimentes pas le drame. Autre situation, tu es en pleine dispute avec quelqu'un qui compte pour toi. Le ton monte, tu franchis les lignes, tu dis des choses qui ne viennent pas du cœur, mais de la douleur ou de l'ego. Et si, au lieu de ça, tu faisais une pause, si tu choisissais de garder le silence un instant, pour ne pas détruire par des mots ce qui a de l'importance pour toi, c'est ça la sagesse, c'est ça la force. Réagir, c'est l'ego. Répondre, c'est l'intelligence émotionnelle. Pose-toi cette question chaque fois que quelque chose te sort de tes gonds. Ce que je vais dire ou faire, vient-il de mes valeurs ou de ma blessure? Si cela vient de la blessure, ne le fais pas. Attends. Si cela vient de la valeur, de l'intégrité, de la paix, du respect ou de la clarté, alors réponds. Et attention, il ne s'agit pas d'être passif, ni de se taire systématiquement, ni de se laisser piétiner. Il s'agit d'utiliser la force avec précision, de choisir tes batailles, de parler quand c'est utile, pas seulement pour décharger ton mal-être. Tu as la capacité de diriger ton monde intérieur, mais pour cela, tu dois entraîner la pause, ce court instant entre ce que tu ressens et ce que tu fais, cet instant sacré où tu peux décider si tu répètes tes vieux schémas ou si tu agis selon ta nouvelle conscience. La réaction détruit, la réponse construit. Et tu n'es pas là pour perdre le contrôle à chaque fois que quelque chose t'irrite. Tu es là pour être solide, parler depuis ta source, agir depuis la vérité, avoir la force d'un guerrier qui n'a rien à prouver, seulement à faire ce qui importe. Alors, la prochaine fois que tu brûles intérieurement, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas l'esclave de ton émotion. Tu es le maître de tes actes. C'est là que réside ta force. Numéro 11. Célèbre tes avancées pour une mentalité de requin. Quand la vie te met au défi de dépasser tes propres limites et que tu te retrouves face à des obstacles qui paraissent insurmontables, il est essentiel de reconnaître chaque pas en avant. Il ne s'agit pas seulement de souligner les grandes étapes, mais de célébrer avec gratitude chaque petit progrès. Cette célébration devient le carburant qui alimente une mentalité de requin, une attitude déterminée, agressive et focalisée sur le dépassement constant. À un moment ou un autre, nous nous sommes tous retrouvés à regarder en arrière, en nous demandant si nous avions vraiment avancé. L'autocritique se met souvent en travers de la réussite, nous faisant oublier la valeur de chaque effort fourni. Pourtant, apprendre à célébrer même les plus petites réussites est la première étape pour cultiver une mentalité de requin. Cette mentalité ne repose pas sur l'arrogance, mais sur la reconnaissance sincère que chaque action positive, aussi modeste semble-t-elle, est une brique dans la construction d'un avenir solide. Célébrer tes avancées signifie t'arrêter, respirer profondément et reconnaître que chaque défi surmonté, chaque erreur corrigée et chaque objectif atteint te rapproche un peu plus de la version de toi-même que tu désires être.
C'est dans ces moments d'auto-réflexion que la confiance se renforce et que ta détermination devient la force motrice qui te pousse à aller de l'avant, quelles que soient les circonstances. La métaphore du requin n'a rien d'anodin. Ces majestueux prédateurs des océans symbolisent la persévérance, la capacité d'adaptation et la recherche incessante de la survie. Une mentalité de requin implique de se déplacer rapidement, d'identifier les opportunités et de profiter de chaque situation pour grandir. Il s'agit d'adopter une posture où l'échec n'est pas perçu comme un recul, mais comme un palier essentiel sur la route du succès. En célébrant tes avancées, tu adoptes ainsi cette mentalité résiliente qui t'enseigne à voir chaque trébuchement comme une leçon et chaque petite réussite comme une victoire personnelle. Cette mentalité te permet d'affronter les moments d'incertitude avec la certitude que, tout comme le requin, tu disposes de la force et de l'agilité nécessaires pour triompher de n'importe quel obstacle. Développer une mentalité de requin exige des pratiques concrètes qui transforment la célébration de tes succès en une habitude quotidienne. Parmi les stratégies qui peuvent t'aider dans cette voie, tenir un journal de tes réussites. Note chaque progrès, même infime, et relis ces notes lorsque tu sens ta motivation faiblir. C'est un rappel tangible de ton parcours et cela t'aide à mesurer l'ampleur de tes efforts cumulés. Mets en place des rituels de célébration. À la fin de chaque projet ou dès que tu dépasses un objectif important, consacre quelques minutes à reconnaître ton travail. Cela peut être aussi simple que profiter d'un instant de calme, partager tes réussites avec une personne de confiance ou réaliser une activité qui te fait du bien. Pratique la gratitude. La gratitude est un outil puissant qui transforme ta perception de la réalité. Remercie non seulement pour ce que tu as obtenu, mais aussi pour les défis qui t'ont permis de grandir. Visualise ta réussite future. Prends un moment pour imaginer comment chaque pas t'approche de tes objectifs à long terme. Cette visualisation renforce l'idée que chaque effort en vaut la peine et que le chemin vers la réussite est pavé de victoires constantes. Reconnaître et célébrer tes avancées n'élève pas seulement ton état d'esprit, mais reconfigure également ton mental vers une attitude de progrès continu. Lorsque tu t'accordes le droit d'apprécier tes efforts, tu transformes la narration intérieure de « je ne suis pas assez » en « chaque pas compte ». Cette transformation est fondamentale pour adopter une mentalité de requin, car elle te libère de la peur de l'erreur et t'incite à être plus audacieux dans tes choix. Cette célébration se transforme en un cercle vertueux. Chaque réussite, si petite soit-elle, renforce ta confiance en toi, ce qui t'encourage à prendre des risques, à être plus proactif et à chercher de nouveaux défis. Peu à peu, tu te rends compte que tes avancées se cumulent et que bien que le progrès puisse parfois sembler lent, la somme de ces efforts te place sur une route solide vers tes objectifs. L'un des plus grands ennemis du progrès est l'autocritique incessante qui tente à minimiser ou à ignorer les petits triomphes. Pour forger une véritable mentalité de requin, il est essentiel d'apprendre à faire taire cette voix intérieure, toujours focalisée sur le négatif. Au lieu de te punir pour chaque erreur ou recul, apprends à les considérer comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Chaque défi relevé est la preuve de ta résilience et un rappel que, malgré les difficultés, tu as la capacité de continuer à avancer. En célébrant ces moments, tu te donnes la permission de reconnaître ta valeur, ce qui te donne la force d'affronter de nouveaux défis avec davantage de confiance et de détermination. La façon dont tu t'estimes et célèbres tes propres réussites a un effet domino sur ton environnement. Quand tu adoptes une mentalité positive et proactive, tu inspires ceux qui t'entourent à faire de même. Ton attitude devient une source de motivation et ton exemple peut transformer la dynamique de tes relations personnelles et professionnelles. Les gens ont tendance à se rapprocher de ceux qui irradient la confiance et la passion. En célébrant tes avancées, tu démontres que la réussite est possible et que chaque pas compte sur le chemin vers la grandeur. Cette influence positive va au-delà de ton cercle proche. En partageant tes expériences et tes stratégies pour mettre en avant tes progrès, tu peux encourager d'autres personnes à revoir leur conception de la réussite
et à adopter une mentalité de requin dans leur propre vie. Ainsi, le simple fait de reconnaître tes avancées devient un catalyseur de changement collectif, créant un environnement où la croissance personnelle et l'amélioration sont valorisées au-delà d'une perfection inatteignable. Célèbre tes avancées pour une mentalité de requin n'est pas qu'un appel à l'action. C'est une invitation à transformer la façon dont tu te rapportes à toi-même et au monde. C'est la reconnaissance que chaque effort, chaque petite victoire, est une étape cruciale dans l'édification d'une vie pleine et réussie. Adopter cette mentalité signifie apprendre à voir dans chaque défi une opportunité, à transformer l'autocritique en auto-affirmation et à faire de chaque expérience une leçon précieuse. En intégrant l'habitude de célébrer tes réussites dans ton quotidien, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Une mentalité de requin se forge dans le feu de la persévérance, de la résilience et dans la capacité de percevoir la grandeur à chaque étape du parcours. Et c'est lorsque tu apprends à applaudir tes propres progrès que tu te rends compte que la véritable réussite ne réside pas dans la perfection, mais dans le courage de continuer, d'apprendre de chaque expérience et de transformer chaque obstacle en une occasion d'éclat encore plus grand. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je reconnais que chaque célébration, chaque petit triomphe a été le socle sur lequel ma force s'est construite. Et c'est cette force qui me pousse à poursuivre ma route avec la détermination et la focalisation d'un requin prêt à conquérir de nouveaux horizons et à vivre une vie marquée par l'audace et la croissance continue. Chapitre 12. Souviens-toi que tu vas mourir. Utilise la mort comme moteur pour vivre. Il y a une vérité que nous partageons tous, mais que presque personne ne veut regarder en face. Tu vas mourir. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais tu sais que cela arrivera. C'est la seule chose vraiment garantie. Et pourtant, nous vivons comme si nous avions un temps infini. Nous remettons à plus tard les conversations, les décisions, les rêves, les voyages, les changements. Nous retardons ce qui compte vraiment, et pendant ce temps, la vie suit son cours. Mais que se passerait-il si tu utilisais cette vérité comme carburant? Et si, au lieu d'avoir peur de la mort, tu la prenais comme un rappel brutal et magnifique que tu es vivant, ici et maintenant? C'est ce que les stoïciens appelaient « memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir, non pas comme une menace, mais comme un moyen de te réveiller. Ce n'est pas du macabre, c'est de la conscience. Parce que quand tu te rappelles que ton temps est limité, tu cesses de le gaspiller dans ce qui n'a pas d'importance. Tu comprends qu'il ne vaut pas la peine de garder de la rancœur, d'accorder de l'importance à ce que les autres pensent ou de repousser ta joie. La mort donne son sens à la vie. Elle lui apporte de l'urgence, de la valeur et une direction. Réfléchis aux moments les plus intenses de ta vie. N'étaient-ce pas précisément ceux où tu as senti que quelque chose pouvait prendre fin? Un adieu imprévu, un accident qui t'a secoué, une nouvelle qui t'a obligé à t'arrêter net. Dans ces instants, tout le superflu disparaît. Il ne reste que l'essentiel. Qui aimes-tu? Que rêves-tu? Que ferais-tu si tu savais qu'il te reste peu de temps? Alors pourquoi attendre qu'un tel événement se produise pour vivre intensément? Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui se contentent d'exister, qui passent leur journée à répéter des routines creuses, prisonnières d'un travail qu'elles détestent, d'une relation sans vie, d'habitudes qui les endorment? Et tout cela est toléré parce qu'elles pensent qu'il reste encore du temps. Mais elles n'en savent rien. Personne n'en sait rien. Tu es vivant aujourd'hui. Tu peux respirer, ressentir, choisir. C'est déjà un miracle. Tout le monde n'a pas eu cette chance ce matin. Et tout le monde ne l'aura pas demain. Alors fais-en quelque chose. Cesse de te mentir à toi-même. Cesse de dire « quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand je me sentirai prêt ». Ces phrases sont des pièges de l'ego pour te maintenir immobile. Personne ne se sent prêt à vivre vraiment. Mais il faut y aller quand même. Fais cet appel.
écris ce message, fais ce pas, change de direction si c'est nécessaire. Ne perds plus de journée dans ce qui te vole ton âme. Lance ce projet. Mets fin à ce qui n'a plus lieu d'être. Dis aux gens que tu les aimes. Vis de telle sorte que si aujourd'hui était ton dernier jour, tu n'aurais pas l'impression de l'avoir gaspillé. Il ne s'agit pas de vivre avec la peur. Il s'agit de vivre avec présence, de valoriser chaque instant, de ne rien prendre pour acquis. Parce que la mort n'est pas la fin. C'est le miroir qui te montre ce que tu fais de ta vie. Et si tu as du mal à prendre des décisions, si tu doutes, si tu te figes, souviens-toi de ça. Un jour, tu ne seras plus là. Et ce jour-là, ce qui te préoccupe tant aujourd'hui n'aura plus aucune importance. La seule chose qui comptera, c'est de savoir si tu as vécu vraiment, si tu as été honnête avec toi-même, si tu as aimé, si tu as créé, si tu as savouré, si tu as donné le meilleur de toi. Sers-toi de cette vérité comme d'une force. Ne la nie pas, ne l'ignore pas et ne la crains pas. Souviens-toi que tu vas mourir. Et c'est précisément pour ça que tu dois vivre avec plus de courage que jamais. Ton esprit est l'endroit où tu vis tous les jours. Et si tu ne t'en occupes pas, si tu ne le nourris pas correctement, si tu ne surveilles pas ce que tu laisses entrer, il deviendra un environnement hostile. Tu pourras être dans l'endroit le plus beau du monde, mais si ton esprit est rempli de bruit, de négativité et de chaos, rien ne pourra te donner la paix. C'est pourquoi tu dois comprendre ça. Ce que